Il est 15 heures. Vous êtes bien sur Radio Science. Tout de suite, on va retrouver Antoine pour l'émission Science du jour. En 3000 avant Jésus-Christ, l'écriture fut inventée, permettant ainsi de poser ses idées sur un support. Mais initialement réservée aux élites, ce n'est qu'au milieu du XVe siècle que l'imprimerie, inventée par Gutenberg, permet un essor des livres, jusque-là uniquement copiés et recopiés par les moines avec de nombreuses approximations. Vers la fin du XXe siècle, un nouveau support de mémoire se développe. L'informatique, qui est presque une mémoire elle-même. Cela entraîne alors une forte baisse de l'utilisation de la mémoire papier. Ainsi, en Finlande, l'apprentissage de l'écriture sur papier est abandonné au profit des claviers. Mais cette mémoire révolutionnaire n'est finalement pas si différente de notre mémoire biologique. Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Science du jour, c'est Antoine, et aujourd'hui notre sujet portera sur la mémoire. Je reçois deux scientifiques renommés, Julien et Arnaud, qui vont nous éclairer sur ce sujet complexe qu'est notre mémoire. Nous allons comparer la mémoire biologique dans notre cerveau ainsi que la mémoire qui se développe encore actuellement, la mémoire informatique. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que la mémoire concrètement ? Alors, la mémoire. Pour commencer, je vais vous donner une définition. On peut la définir de la telle manière. C'est la capacité à enregistrer, à conserver et à restituer des informations. Et le fait de se rappeler quelque chose et de pouvoir s'en souvenir. Alors, on distingue deux types de mémoire. Une mémoire biologique et une mémoire informatique. Chaque être humain possède une mémoire biologique. Elle fonctionne grâce à un réseau de neurones dans l'hippocampe qui se trouve dans le cerveau. Il permet de restituer des souvenirs et toutes les informations en général, qu'il s'agisse de son nom, de date de naissance, d'un numéro de téléphone ou encore d'un cours d'histoire. Quand on se remémore quelque chose, cela réactive le souvenir et permet de le garder plus longtemps encore. On sait qu'il faut se le remémorer 7 à 8 fois pour s'en souvenir efficacement, avec un délai entre chaque rappel. Avec le cerveau, on retient les choses plus ou moins facilement et plus ou moins consciemment. Et c'est ce qui distingue la mémoire biologique de la mémoire informatique. Pour retenir une donnée avec sa dernière, il faut lui commander avec des signaux électriques. Elle y reste tout le temps jusqu'à ce qu'on la supprime. Et la deuxième différence réside dans le fait que l'information est divisée en petites parties, appelées des octets, des assemblements de 8 cases à données binaires. La mémoire informatique peut stocker des données de type texte, c'est-à-dire un assemblement de caractères, A, B, C, 0, 1, 2, des pixels d'une photo, ou encore des signaux électriques, comme le son par exemple. Donc, quelle a été votre démarche pour votre première hypothèse qui, on peut le rappeler, traduit l'idée finalement qu'on a un accès plus facile aux informations stockées si on utilise une mémoire informatique. Si notre mémoire nous permet de stocker des informations à l'instar des mémoires informatiques, l'accès à nos données est bien plus compliqué. Donc vous dites que cela est plus compliqué. Ça veut donc dire que d'autres personnes peuvent avoir accès à nos souvenirs ? C'est bien ça ? Oui, alors je vais vous expliquer. Donc, notre mémoire est une mémoire qui rejaillit. Donc, nos réseaux de neurones, comme expliqué tout à l'heure, donc nos réseaux de neurones dans l'hippocampe sont activés et activent à leur tour les régions concernées dans le cerveau. Donc, par exemple, pour se rappeler du goût d'un aliment, eh bien, on se rappelle et cela réactive la zone concernée du goût dans notre cerveau. Lorsque l'on tente de se souvenir d'une conférence, par exemple, le réseau de cellules nerveuses de l'hippocampe est réactivé. Il active alors les zones du cerveau correspondant à l'ouïe, mais également à la vue, voire le toucher. Mais le goût et l'odeur ne devraient pas être particulièrement marqués. En fait, aujourd'hui, la science sait comment la mémoire fonctionne. Mais l'accès est très très difficile. En fait, c'est parce que toutes les parties du cerveau sont différentes chez chacun. Et donc, certaines expériences ont quand même réussi à y parvenir,
mais c'est très dur, ça coûte très cher. Mais quand même, certaines expériences ont réussi à accéder et à même à modeler la mémoire. Waouh, mais j'ai l'impression que c'est de la science-fiction là, on se croirait dans un film. Mais bon, j'imagine quand même que la recherche sur informatique qui est bien plus simple, non? Oui, alors aujourd'hui, Internet facilite considérablement la recherche d'informations. Il suffit d'aller sur son moteur de recherche, de taper quelques mots-clés, et on a accès à ce que l'on cherche en quelques secondes. Donc finalement, c'est une béquille pour notre mémoire biologique. Et donc pour cela, les moteurs de recherche, comme le plus important, Google, utilisent ce qu'on appelle le big data. Donc vous dites le système Big Data, mais qu'est-ce que c'est précisément? Donc, ce sont les serveurs interconnectés qui forment les bases de données donc de ces moteurs de recherche. Donc c'est comme le cerveau humain avec les réseaux de neurones. D'une certaine manière, on peut dire cela. Donc, on peut ainsi avoir accès de manière simple, très simple, à de nouvelles données grâce à Internet, ce qui évite de passer souvent du temps à nous remémorer nos souvenirs. Les données publiques par exemple? Exactement. Les données publiques en sont un exemple. Donc chaque citoyen peut avoir accès à des informations qui le concernent sans aller se déplacer. Les dictionnaires et les encyclopédies? Donc de même, les dictionnaires et les encyclopédies sont désormais consultables sur le web. Donc notamment grâce à Wikipédia. Donc ce sont des sommes de connaissances très très difficiles à retenir grâce à notre mémoire biologique, voire presque impossible, et que très peu de personnes connaissent. Seuls quelques spécialistes sont très pointus dans chaque branche. Et c'est tout? On a aussi une nouvelle forme de mémoire qui s'est développée, donc qui utilise la mémoire informatique, qui s'appelle le cloud. Alors c'est des données qui sont stockées sur des bases de données de grandes entreprises comme Google. Il suffit juste d'avoir un accès Internet. Donc cela n'est pas possible avec les clés USB et les disques durs qu'on peut perdre plus facilement. Voilà, vous avez tout compris. Mais les robots pourraient nous dépasser dans ce cas? Eh bien, les robots, justement, ils ont accès à des milliards de données. Donc, ce qui facilite fortement la mise en place d'une intelligence artificielle. En effet, pour reconnaître, il faut connaître. Et donc, la mémoire, c'est accessible pour le traitement des données. Donc, pour le traitement, il faut que ce soit mémorisé. Et l'essentiel, c'est que ce soit du format informatique pour que cela puisse être traité par le robot ou converti au format informatique. Donc il y a un accès plus facile. Mais il n'y a pas de problème, comme le piratage des données fréquent. Il faut donc protéger, non? Un accès plus facile aux données et aux informations nécessite la protection de celles qui ne doivent pas être publiques. Donc on observe des inventions, des créations et de la mise en place de systèmes pour protéger les informations sensibles. Donc notamment les mots de passe. Donc on vous répète souvent que les mots de passe doivent être compliqués à trouver parce que justement les mots de passe permettent l'accès aux autres données, donc images et autres, de la vie privée. Donc on a eu par exemple il n'y a pas longtemps de la diffusion de photos de la vie privée de nombreuses stars et notamment par la faute de mots de passe défectueux. Mais aussi, des informations sensibles peuvent être de secrets industriels. Par exemple, récemment, Sony qui s'est vu pirater ses serveurs. Et donc aussi, des informations sensibles peuvent être les données bancaires. Donc finalement, l'accès aux informations stockées sur des mémoires informatiques est bien plus simple. Cela a également des conséquences négatives, comme la sécurité des données pose un problème important de sûreté. Les données étant facilement volées, comme vous l'avez dit, contrairement à celles stockées dans notre propre mémoire. Donc pour ceux qui nous écoutent, je rappelle votre deuxième hypothèse qui est avec l'utilisation de mémoire informatique, on lutte contre l'oubli grâce à de nouveaux supports. Donc en effet, si notre mémoire peut être très efficace, ce n'est pas pour autant qu'elle retrace et enregistre exactement tous nos souvenirs. Elle trie ainsi les informations stockées, en efface certaines, on reconstruit de nouveaux souvenirs à partir des originaux. Donc de plus, elle peut être victime d'amnésie, aussi bien due à des chocs qu'à des maladies, comme Alzheimer. Il devient donc alors nécessaire, devant cette inconstance, d'enregistrer certaines données de manière plus sûre. Et donc comment peut-on préserver ces données? Le partage des informations permet de les garder et plus on réalise de copies
mieux on a de chances de les garder. Donc en fait, c'est plus facile avec les mémoires informatiques. Oui, certaines personnes ont ainsi recours à des moyens comme la société suédoise Memoto qui a développé un capteur qu'on l'on fixe sur soi-même qui prend une photo toutes les 30 secondes. Donc en plus, on enregistre la localisation GPS et ainsi toutes les données sont enregistrées et stockées en ligne. Donc là, en fait, les meilleurs souvenirs peuvent être alors remémorés, revécus. Exactement. Cela signifie également que ces souvenirs ne sont donc pas totalement exclus de la mémoire, donc ce qui permet donc d'avoir deux copies différentes. Donc les données, nos souvenirs en fait, sont stockés sur des serveurs en dehors de notre volonté, donc ça nous appartient plus vraiment. Et c'est pourquoi certaines personnes optent plutôt pour des supports personnels et c'est dans certains cas conseillé. Oui, donc c'est des clés USB, le disque dur, le CD-ROM. Tout à fait. Et donc les données scientifiques, donc, par exemple, on a le LHC, donc le Large Hadron Collider, où il y a un très très grand nombre de données donc, dans ce collisionneur de particules, dans le CERN, donc le Centre Européen de Recherche Nucléaire. Et toutes ces collisions de particules doivent être enregistrées dans des très gros centres de données. Et où précisément? C'est ce qu'on appelle des centres d'archivage. Donc c'est des infrastructures sécurisées pour assurer plus de sûreté. Les informations sont stockées sur différents supports, dont un situé à plus de 300 km. Et cela peut les garder éternellement? Non, ce n'est pas vrai. Car il y a une nécessité d'actualiser sans cesse le support et les formats pour éviter leur détérioration. Et ce qui ferait sinon qu'ils seraient totalement illisibles avec les nouvelles technologies du jour. Et il n'y a pas d'autres organismes qui stockent leurs informations sur informatique? Ah si, ainsi donc les bibliothèques numérisent leurs documents. Donc on retrouve aussi des dictionnaires, des encyclopédies en ligne. Oui, mais c'est au détriment des supports papier qui deviennent dépassés. Mais si Larousse et Universalis sont écrits par des professionnels, Wiktionnaire et Wikipédia les surpassent, mais ils sont écrits par des amateurs. Donc on assiste à une perte d'infos finalement. Et donc est-ce qu'on peut dire que la lutte contre l'oubli est remise en cause? Exactement, c'est malheureusement tout le paradoxe de ce système. Et donc Google devient ainsi une mémoire externe sur laquelle nous nous appuyons constamment, parfois à mauvais escient justement, donc notamment grâce au smartphone. Des milliards de données sont ainsi stockées sur les serveurs de Google. Donc des mémoires en ligne peuvent se développer, vous l'avez dit, comme le cloud, et ça permet d'avoir des données stockées sur un support qu'on ne peut pas perdre. Mais alors ça veut dire que ce n'est plus personnel et qu'il y a une obligation d'avoir un accès à Internet. Tout à fait. Donc aujourd'hui également, les lunettes connectées se développent, donc, comme par exemple les Google Glass qui sont essayées donc, aux États-Unis. Elles sont également une nouvelle forme de mémoire externe sur laquelle on peut stocker des informations auxquelles on a accès extrêmement rapidement d'un simple coup d'œil. Mais ce déluge de données n'est pas pour autant bénéfique. C'est beaucoup moins performant. Du coup, des ingénieurs ont créé le projet de faire un ordinateur imprécis et donc qui serait alors plus performant. Et est-ce que c'est aussi vrai pour la mémoire biologique? C'est vrai que le cerveau biologique peut être victime de maladies, mais aussi la mémoire informatique qui peuvent être la cible de virus et qui endommagent, voire suppriment des données. Donc la non-durabilité des supports de mémoire est également un problème. Tout à fait. Donc on peut, par exemple, certains supports de mémoire n'excèdent pas 5 ans de possibilité de lecture et la plupart ne sont plus lisibles au-delà de 20 ans. Donc cela nécessite alors de changer fréquemment de support pour justement éviter la perte des données. Donc cela est aussi vrai pour les formats, vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement, ce problème, on le retrouve au niveau des formats qui évoluent rapidement. Et donc cela nécessite une actualisation constante des fichiers et cela sous peine de ne plus avoir la possibilité de lire certains formats parce qu'on n'a plus le matériel adéquat. Oui, donc la mémoire informatique peut alors être une fausse piste pour la lutte contre l'oubli. Exactement. Donc c'est pour cela que pour répondre à ce problème, les scientifiques, en particulier donc les physiciens, recherchent la mémoire du futur, qui serait la plus performante possible. Et en a-t-on trouvé aujourd'hui? Que l'ADN pourrait ainsi être une éventuelle possibilité, donc avec une transition assez simple et proche de l'informatique,
donc grâce aux 4 nucléotides quelque peu similaires au langage binaire informatique. Par exemple, un livre a été stocké sur l'ADN. Donc une équipe de scientifiques a créé un livre sur l'ADN avec les nucléotides correspondaient au 1 informatique, au 1 et 0, donc au fonctionnement de stockage sur l'informatique. Et en quoi cela serait avantageux? Eh bien, cela comporte plusieurs avantages. Donc, tout d'abord, en tant qu'être vivant, tant qu'un être vivant existera, cela sera lisible, car cela est utilisé d'abord par la vie. Et en plus, l'ADN se multiplie, donc se divise rapidement, et les informations sont ainsi rapidement transmissibles. Mais, aujourd'hui, lire l'ADN est encore assez difficile, et cela limite considérablement. Ainsi, si la mémoire informatique permet de stocker un plus grand nombre de données que la mémoire biologique, le problème de la durabilité des supports et des formats amène les scientifiques à développer et à rechercher de nouvelles formes de mémoire, comme l'ADN, afin de lutter contre l'oubli. Donc on va rappeler votre troisième hypothèse. Nous supposons que l'utilisation d'une mémoire informatique permet de délester notre mémoire d'informations et ainsi de libérer de la place pour d'autres choses. Comment avez-vous mené ce sujet, cette problématique? D'abord, donc si l'oubli nous paraît au premier abord négatif, il peut se révéler parfois nécessaire afin de pouvoir libérer de la place pour des informations essentielles comme l'apprentissage de la lecture ou l'écriture dans notre mémoire biologique. Mais les mémoires informatiques nous permettent aujourd'hui de réaliser ce processus sans perte d'informations. Donc en quelque sorte, c'est une nouvelle manière de lutter contre l'oubli. Toute personne a la capacité de se souvenir d'événements vécus. Toutefois, certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont fait chaque jour, comme de leur repas. Ah oui, et cela depuis leur naissance? Non, en général depuis un choc important au niveau du crâne. Et est-ce qu'elles ont d'autres capacités du même type? Oui, donc elles peuvent également se remémorer des événements publics ou arrivent à dire immédiatement, si on leur donne une date, elles peuvent tout de suite savoir à quel jour de la semaine cela correspond. Et comment appelez-vous cela? Donc cette capacité hors du commun, on peut la nommer hypermnésie. Mais cela pourrait se révéler un dysfonctionnement du cerveau. Comment cela? Leur mémoire est pourtant diaboliquement efficace, vous l'avez dit précédemment. Oui, mais ça veut dire qu'ils ne parviendraient plus à oublier, et ceci est un fonctionnement naturel du cerveau pour libérer de la place. Et de nombreuses personnes seraient aussi touchées par cette maladie? Donc, cette capacité est aujourd'hui très peu répandue. Donc je ne pense pas qu'on puisse quand même la qualifier de maladie, ça permet quand même de nombreuses choses. Mais c'est vrai qu'on se rend tout de même compte que nombreuses personnes qui ont justement cette capacité sont parfois limitées dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça que justement ce sont souvent des personnes autistes donc, qui sont également hypermnésiques. Oui. Nous utilisons donc, comme nous n'avons pas tous cette capacité, nous utilisons tous des aides pour notre mémoire, donc comme des notes sur des post-it par exemple. Et j'imagine que par le biais notamment des smartphones, les mémoires informatiques sont aussi mises à contribution. Exactement. Donc différents supports existent qui constituent un soutien pour notre mémoire. Donc comme vous l'avez dit, il y a les smartphones. Mais par exemple, il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une start-up suédoise, Memoto, qui a créé un boîtier qui s'accroche à une chemise et qui a la particularité de prendre une photo toutes les 30 secondes. Et on va rappeler donc à nos auditeurs, enfin pour ceux qui nous rejoignent surtout, que cette invention permet de revoir les photos plusieurs années après et ainsi de revivre certains moments de sa vie. Ce support nous permet d'une part de réanimer certains souvenirs dans notre mémoire et d'autre part de constituer un appui afin de délester notre mémoire d'information. Exact, vous avez bien suivi. Et depuis la révolution Internet, notre mémoire s'appuie sur cet outil informatique efficace pour la recherche d'informations. On parle ainsi de prolongement de notre mémoire car nous utilisons fréquemment cet outil, notamment le moteur de recherche Google. C'est-à-dire qu'on ne fait plus l'effort de fouiller dans sa mémoire, mais par ailleurs on développe le réflexe de l'utilisation d'Internet. Tout à fait. Donc Internet constitue alors un support de plus pour notre mémoire. Mais si le moteur de recherche constitue un support de mémoire, il permet aussi de soulager notre mémoire et mieux de soulager celle-ci et mieux encore, il permet d'enrichir notre culture commune. Donc Google ferait aussi partie de ce qui constitue un soutien pour notre mémoire? Voilà, donc notre cerveau économise alors certaines capacités
afin de les utiliser pour d'autres choses, donc comme les fonctions cognitives, telles que le langage, l'attention, et bien d'autres encore qui forment notre quotidien. Et de quelle manière agit-il sur notre culture? Google constitue un patrimoine commun constitué d'informations qui sont accessibles n'importe où et n'importe quand. Cela permet, en conséquence, d'enrichir la culture de chacun et est donc bénéfique pour ses utilisateurs. Mais la mémorisation de ces données sur informatique contient aussi des failles, non? En effet, le fait de lire sur tablette, smartphone ou sur ordinateur, et plus généralement sur tous les écrans, ne facilite pas le processus de mémorisation selon des études. Ça veut dire, comment ça? Une expérience proposée lors de la conférence IGEL en juillet 2014 démontre que sur 2 groupes de 25 personnes, l'un lisant une nouvelle sur tablette numérique et l'autre la lisant sur papier, les 25 personnes ayant lu la nouvelle sur tablette numérique se remémoraient moins bien la chronologie des événements décrits. Donc vous dites que la lecture sur écran serait donc moins apte à la mémorisation que sur le support papier. Exact. De plus, un article paru en 2013 dans la revue Psychological Science et qui rapporte le fait que l'observation d'un objet à travers un écran nuirait à sa mémorisation. Donc ce phénomène s'explique notamment par l'attention portée sur l'écran et qui défavoriserait celle portée pour l'objet observé. Donc cela pourrait être complété par les problèmes de sûreté de ces données ainsi que la non-durabilité des supports et des formats informatiques auxquels vous avez fait allusion précédemment. Parfaitement, vous avez tout compris. Pour conclure, la plupart des personnes utilisent aujourd'hui leur mémoire de façon fondamentale pour des choses banales du quotidien ainsi que pour les souvenirs. Mais certaines situations exigent un effort plus important. Devant cette difficulté et grâce aux nombreux supports informatiques répandus dans le monde, de nombreuses personnes délaissent l'apprentissage de notions et se reposent sur les connaissances amassées sur Internet. Même les souvenirs personnels sont parfois stockés en ligne. L'effort de mémorisation est ainsi bien moindre. Cependant, ces différents supports peuvent nuire à notre capacité de mémoriser, comme l'utilisation d'un écran qui réduit clairement notre aptitude à mémoriser des informations. Au final, si le fonctionnement est similaire, l'utilisation est très différente. Donc la mémoire biologique, quand on se remémore donc surtout donc les souvenirs personnels, également donc les capacités comme écrire, lire, courir, qui est vraiment essentiel et dont on se sert au quotidien. Alors que la mémoire informatique, quant à elle, permet de stocker une plus grosse base de données avec plus de détails, mais c'est pas forcément les données les plus fréquemment utilisées. Donc elle se complète, parfois aidée par la mémorisation papier, qui résiste toujours et encore à l'envahisseur. Voilà, mais d'un autre côté, on observe le développement de nouvelles formes de mémoire, donc à la recherche d'une mémoire universelle qui serait à la fois rapide et capable de stocker un très grand nombre de données. Donc l'ADN est ainsi une piste parmi d'autres. Mais on peut se demander si nous utiliserons encore la mémoire informatique longtemps, et ne sera-t-elle pas supplantée comme la mémoire papier? Cette émission est terminée. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité, et on se retrouve demain pour une émission consacrée au réchauffement climatique. La musique que vous avez entendue lors du générique était Light du groupe anglo-saxon Hazardous.